Bonjour Jean-Louis. Bonjour Muriel. Vous êtes un collectionneur. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Jean-Louis Peuzet dans ce podcast Collection de collectionneurs et je suis d'autant plus ravie de l'accueillir qu'il est philatéliste. Alors il est plus que ça, mais oui. Déjà pour que vous sachiez de quoi on parle, on va quand même parler de timbres d'histoire postale. Et c'est bien parce que ça va permettre à presque tout le monde de se reconnecter avec l'enfant collectionneur qu'on a été, puisque les timbres sont ou ont été une des collections les plus pratiquées dans l'enfance. Tout à fait. Alors j'en profite pour dire que vous pouvez suivre Jean-Louis Peuzet sur X, où il a un feed très intéressant qui s'appelle Fil à lettres. Et puis maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc il est philatéliste, mais il est aussi marcophile. Et je vais le laisser nous éclairer sur ce qu'est être marcophile, au-delà d'être philatéliste. Oui, c'est une terminologie principalement française, la marcophilie. En anglais, on parle d'histoire postale, en fait, postal historian. Je suis en fait un historien postal, en ce sens que j'étudie, et dans ce domaine, on étudie l'ensemble des communications postales et autres à travers les siècles, finalement, depuis les origines jusqu'à notre époque. Et ces communications postales, ça veut dire les échanges entre les pays, entre les gens, entre les commerçants. Et ça signifie des écrits, finalement, qui sont transférés d'un endroit à un autre. Et ce qu'on étudie, c'est la manière dont ces écrits sont transportés, les tarifs auxquels ce que l'on doit payer pour les transporter, comment les gens sont rémunérés, comment on inscrit sur ces lettres physiquement des indications qui permettent aux différents intervenants au cours du transport d'une lettre de la transporter, de la gérer, de récupérer l'argent qui est dû par le destinataire, par exemple, pour le transport de la lettre. Et c'est là qu'on en arrive à la marcophilie, c'est-à-dire aux marques postales, les marques qui sont appliquées sur des lettres lorsqu'elles sont transportées. Et ces marques servaient traditionnellement, à partir du XVIIIe siècle principalement, et au XIXe siècle, ces marques servaient à établir d'où provenait une lettre et le tarif qu'il fallait appliquer, c'est-à-dire l'argent que devait le destinataire de la lettre. Puisqu'à cette époque-là, c'était le destinataire qui réglait le transport d'une lettre. Donc par exemple, si on avait une lettre qui allait de Paris à Marseille, eh bien à Marseille, en arrivant, on voyait que la lettre, il y avait une marque qui indiquait qu'elle était partie de Paris. Donc on savait que le tarif de Paris à Marseille était, 14 sols, par exemple, à une certaine époque. Et on pouvait indiquer 14 ou un cachet. À partir d'une certaine époque, il y avait des cachets qui indiquaient non seulement le lieu de départ, mais aussi la date de départ, pour voir combien de temps la lettre avait pris pour venir. Et plein d'autres informations qui étaient nécessaires au service des postes, finalement. Et donc la marcophilie, c'est l'étude de toutes ces marques et de tous ces systèmes de communication. Donc on recherche les lettres anciennes qui permettent de retracer tout cet historique. Est-ce que tu peux nous faire un petit focus, parce que moi ça m'a passionné, sur le passage de la marque postale au timbre? Alors oui, en fait on passe de la marcophilie à la philatélie, et les deux sont recouverts par l'étude de l'histoire postale finalement. La philatélie, ce n'est qu'une partie de ça. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'au milieu du XIXe siècle, on a une évolution non seulement des flux commerciaux, mais bien entendu des techniques et des moyens de transport, qui fait qu'on a une explosion du commerce international, une explosion du commerce intranational également, et qui a fait qu'il y a eu un besoin de plus en plus important pour les commerçants de communiquer entre les différentes villes, entre les ports et les différents pays d'outre-mer, les colonies, etc. Et à cette époque-là, comme je l'indiquais, la transmission des courriers était facturé au destinataire. C'est-à-dire que le destinataire à l'arrivée devait payer pour ses courriers. Et en plus, c'était extrêmement cher. Alors, on peut pas se rendre compte aujourd'hui, mais disons que les tarifs postaux en plus ont tellement augmenté ces dernières années que la comparaison, je sais pas, elle n'est pas... Mais je sais que, par exemple, qu'à une certaine époque, envoyer une lettre de Paris à Marseille, ça coûtait peut-être le salaire hebdomadaire d'un ouvrier de base, quoi. C'est de cet ordre-là. C'était extrêmement cher. Peu de gens pouvaient se permettre d'écrire. D'abord, peu de gens avaient été lettrés, mais également, c'était extrêmement cher. Donc, il y a eu une poussée importante du commerce et de l'économie pour réformer le système, le rendre bien meilleur marché. Et comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est bien entendu l'Angleterre qui a commencé, puisque c'est là que la révolution industrielle s'était produite, que le commerce se développait le plus rapidement à cette époque-là. Et c'est donc en 1840 qu'on a eu la grande réforme
postale en Angleterre. Lorsque le paiement du port est devenu la charge de l'expéditeur et non plus du destinataire, et ce paiement a pu être fait par la position de timbre-poste. Alors, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais en fait, à l'origine, le timbre-poste, ce n'était qu'une petite facilité qui était offerte à côté, mais ce n'était pas censé être la réforme principale. La réforme principale, c'était 1, le paiement au départ de la lettre, et 2, l'uniformisation des tarifs. Ce que je veux dire par là, c'est que les tarifs étaient très compliqués. Le tarif d'une lettre, ça dépendait non seulement du poids, mais de la distance exacte que la lettre devait parcourir. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le même tarif si la lettre faisait 50 km, 100 km, 200, 300 km. Et ce qui résultait dans une complexité énorme des tarifs. Il fallait connaître exactement la distance entre toutes les villes. Ça devenait très compliqué, et non seulement très cher, mais également très compliqué. Et là, on a simplifié. On a dit, toutes les lettres, jusqu'à, je ne sais plus, c'était une demi-once, je crois, une demi-once anglaise, ça sera un penny. Et ce qui est rien du tout, en fait, en comparaison des tarifs précédents. Et l'idée, c'était que l'explosion des volumes de lettres du fait du rabaissement et de la simplification des tarifs, compenserait largement la perte de revenus pour le Trésor anglais du fait de la réduction des tarifs. Et c'est ce qui s'est passé réellement, puisque le volume des courriers, des transmissions a explosé. Et ça a été un facteur également pour le développement continu du commerce. Et voilà. Et donc c'est arrivé après dans les différents pays du monde entier. Après 1840, tout le monde a copié, plus ou moins. Le premier pays dans les Amériques, c'était le Brésil. Après est arrivé la France. On est arrivé un petit peu tard. On est arrivé en 1849. Il a fallu le premier timbre anglais, il s'appelait comment? Alors le premier timbre anglais, c'est le penny black, que tout le monde connaît, bien sûr, qui était en service à partir du 8 mai 1840. Et le premier timbre français? Le premier timbre français, c'est le 20 centimes noir de type CRS, qui était émis le 1er janvier 1849. Donc la suite de la Révolution de 48, c'est Étienne Arago, qui était ministre du gouvernement de la Seconde République, donc 48, et qui a promu cette réforme à l'Assemblée nationale. Mais il y avait de grosses oppositions. Et c'est toujours des histoires d'argent, finalement. Les grosses oppositions, c'était de dire que le Trésor dépendait beaucoup des ressources que lui apportait la Poste, et que le rabaissement du tarif de 1 franc ou 2 francs pour une lettre à 20 centimes allait être catastrophique. Et ce que disaient les supporters de la réforme, c'était bien entendu que les volumes compenseraient, ce qui était le cas largement et très vite. Alors en France, on a continué à pouvoir payer la lettre à l'arrivée ou au départ. C'était le même tarif, on payait 20 centimes soit en appliquant un timbre, soit on payait 20 centimes à l'arrivée de la lettre. Et ça a pris quelques années avant que les habitudes se modifient, parce qu'il faut réaliser qu'au départ aussi, on considérait que c'était une marque de respect vis-à-vis d'un destinataire de ne pas affranchir la lettre. Affranchir la lettre, ça voulait dire je l'affranchis parce que je sais que vous n'avez pas les moyens, ou je ne pense pas que vous aurez les moyens de payer. Oui, c'est un peu le problème. C'est ce qui fait que ça a pris du temps dans les mœurs pour que les lettres soient affranchies au départ. C'est génial parce que vraiment, je pense que très 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 peu de gens ont clairement cette histoire du timbre en tête. Oui. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai découverte. C'est comme ça que tout a commencé. Et je te remercie. Et donc, comment a commencé ta collection? Alors, est-ce que tu peux avoir un souvenir du premier timbre? Pas vraiment, en fait. Oui, je devais avoir, je sais plus, 7, 8 ans, 9 ans. J'ai commencé un petit peu comme tout le monde, je crois. Puis dans ma famille, on avait des timbres. On collectionnait pas trop. Maman avait une petite collection de sa jeunesse que j'avais récupérée, mais rien de très... Des petites collections d'écoliers qu'on faisait dans un cahier où on mettait les timbres qu'on récupérait sur les lettres, quelques timbres peut-être achetés à la poste. Et puis moi, je m'y suis intéressé très vite. J'ai commencé à lire très vite aussi, ça c'est quelque chose dont on parlera peut-être, mais la littérature et la recherche, c'est quelque chose d'important. Et j'ai commencé à lire des livres ou des petits ouvrages sur la philatélie, à apprendre un petit peu sur ce qu'il fallait. Ce qui fait que j'ai été très vite intéressé dans le détail, plus que simplement l'accumulation des timbres. Et puis après, voilà, je sais que ma grand-mère m'achetait tous les timbres à la poste qui sortaient, et puis je recevais tout ça. Et peu à peu, je me suis intéressé à d'autres choses. En plus, j'avais des ancêtres, enfin des grands-parents ou des cousins qui étaient dans les colonies, différentes colonies françaises à l'époque, avant la guerre. Et je récupérais des courriers de l'époque, des timbres qu'ils avaient accumulés aussi, gardés dans des enveloppes. Tous les timbres de Madagascar, de l'Afrique de l'Ouest française, Sénégal, de tous ces pays-là. J'en ai récupéré beaucoup. C'est là que j'ai commencé. Et c'est un petit peu là que j'ai commencé en marcophilie aussi. Parce que, je dis, les timbres de Madagascar, j'avais récupéré des enveloppes avec plein de timbres de Madagascar. Et je me souviens, il y avait beaucoup de noms de villes ou de petits villages
extraordinaires, Fianarantsoa, Antsirabe, etc. Des noms de Madagascar qui permettaient de voyager. Et j'avais commencé à faire des listes, de trouver tous les timbres, j'en avais beaucoup de différentes. Et c'est là que j'ai commencé la marque-feuille. Je me suis dit, tiens, ça serait intéressant s'il y avait des catalogues, parce qu'on a des catalogues qui listent tous les timbres, ça c'est facile, on peut les retrouver, savoir ce que l'on a, ce que l'on n'a pas. Mais sur les oblitérations, c'est-à-dire le cachet qui est apposé au départ sur le timbre et qui est différent suivant la ville, et suivant l'époque. Je ne savais pas qu'on avait des catalogues, ou je ne savais pas si on avait des catalogues, je me disais, ça serait intéressant. Et je commençais à faire des listes en me disant, tiens, je pourrais faire un catalogue. Je ne savais même pas que ça existait. En fait, ça commençait à exister à l'époque. Avant de rentrer dans le détail de ta collection, je voudrais pour nos auditeurs et que tu nous dises, je raconte cette chose extraordinaire qu'en fait, il y a des compétitions de collectionneurs en philatélie. Alors moi, je suis séchée parce que vraiment, les compétitions de sportifs collectionneurs. Ah ben oui, c'est pas tellement mon truc. De ce côté-là, je suis plutôt amateur je suis professionnel parce que c'est mon activité maintenant, mais je n'ai jamais été sportif de compétition, en quelque sorte. C'est comme le sport, la philatélie et la marcophilie. C'est-à-dire qu'il y a des clubs locaux, des clubs nationaux, des clubs par thématique. Et il peut y avoir donc une association locale dans une ville, ou une association nationale. Par exemple, moi, je suis membre de l'Union Marcophile, qui est l'association en France de tous les collectionneurs d'histoire postale. Bon, je crois qu'on est quelques centaines de membres, tout le monde n'est pas membre nécessairement. Mais personnellement, j'ai jamais été très actif dans des clubs locaux ou en compétition. C'est pas mon truc tellement. Mais c'est quelque chose de très important, de très organisé au niveau non seulement national, mais aussi international, avec une fédération française, une fédération internationale, de toutes les associations locales philatéliques. Et cette fédération internationale a établi des règles de compétition. Ces compétitions ont lieu au niveau local, au niveau régional, au niveau national, au niveau international. Et lorsqu'on a une collection, on la présente d'abord en local, ensuite en régional, en national. Un peu comme un sport, on franchit les échelons et on arrive à un niveau avec une collection qui s'amplifie, qui s'améliore. On peut arriver à des très hauts niveaux dans les salons internationaux, dans les compétitions internationales, avec des médailles de vermeil, des médailles d'or, des grands prix, etc. Et tout est très organisé, très spécifique, avec des règles très, très, très strictes sur ce que l'on peut faire ou ne pas faire. On a des classes, après des classes de collection, bien sûr, la classe thématique, la classe traditionnelle, la classe histoire postale, qui a été ajoutée et qui s'est beaucoup développée ces dernières années, parce que c'est quelque chose qui s'est développé récemment, qui a toujours existé, mais qui s'est beaucoup développé récemment. Et tu m'as dit qu'il y avait même une académie. Voilà, en France, il y a une académie de philatélie, oui, qui regroupe les plus grands philatélistes, dont la renommée provient non seulement de leur collection et de leur gain de médailles en compétition, mais surtout et souvent de la recherche qu'ils ont faite dans leur domaine et des publications de ces recherches qu'ils ont pu faire dans le passé. C'est une organisation qui est très, très détaillée et très, très importante et peu connue du grand public, je dois dire. Alors justement, cet aspect recherche, curiosité, je vais revenir à une chose que tu m'avais racontée qui était que plus jeune, tu voulais être archéologue. Et quand je t'entends parler des recherches sur les enveloppes, les timbres, je me dis qu'en fait, tu es un peu archéologue de la poste. Ah, mais tout à fait, tout à fait. Oui, plus jeune, je voulais être archéologue. Bon, ça s'est pas fait parce que... Voilà, donc c'est comme ça, les circonstances de la vie, on fait autre chose. Mais c'est resté quelque chose qui m'a toujours attiré. Et tout ça m'attire, en fait, l'histoire, l'archéologie, mais plus que l'histoire, parce que l'histoire, c'est une recherche très intellectuelle. Dans l'archéologie, c'est beaucoup plus physique, en fait. On recherche les artefacts, les objets qui sont témoignages du passé, et à travers ces objets, on retrace une histoire. On réexplique une histoire, et la philatélie, l'histoire postale, c'est un petit peu la même chose. À partir d'objets, on fait une archéologie en fait de l'histoire postale. Une archéologie de la poste à travers les objets qui sont le témoignage de tous ces développements passés. Et c'est ça l'histoire postale. Et tu m'as parlé justement de découvertes ou de belles surprises. Tu peux nous faire partager lesquelles ? Ça arrive souvent. Alors, d'abord, je crois qu'il faut expliquer comment les lettres étaient rédigées dans le passé. C'est-à-dire que jusque vers la moitié ou la seconde moitié du XIXe siècle, ça, c'était dû historiquement au fait que les tarifs dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était non seulement, j'ai dit, dépendait non seulement de la distance, mais aussi du poids, ou souvent, plutôt que du poids, du nombre de feuilles. C'est-à-dire que si on avait une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles ou 4 feuilles à expédier, le prix était multiplié par 2, 3, 4 ou 4. Donc on voulait limiter au maximum le nombre de feuilles. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on écrivait une lettre sur une feuille, et on la pliait, on la repliait.
Et on écrivait l'adresse à l'extérieur, on envoyait cette feuille. Et puis à partir de la fin du 19e, à partir du moment où le tarif s'est simplifié, on a pu envoyer dans des enveloppes, utiliser des enveloppes. Donc lorsqu'on recherche les plis anciens, on trouve ce qu'on appelle un pli, c'est-à-dire le mot lui-même pli explique bien, vient de ça, c'est-à-dire que c'est une feuille que l'on a repliée. Et un pli ancien, ça veut dire que non seulement on retrouve l'adresse extérieure, les marques postales qu'il peut y avoir, que l'on peut étudier, mais également le texte qui est à l'intérieur. Alors que donc, lorsque l'on recherche les plis plus récents, à partir de la fin du 19e, souvent on ne retrouve que l'enveloppe. Si on a de la chance, on trouve la lettre à l'intérieur, mais ça c'est peu fréquent. Lorsque l'on achète des plis anciens que l'on achète parce qu'on a vu à l'extérieur certaines marques postales que l'on recherche, on peut avoir de grandes surprises quand on ouvre ensuite la lettre et qu'on lit le courrier. Très souvent, les marchands, surtout les marchands traditionnels, n'ouvraient même pas les lettres, ne faisaient pas attention vraiment à ce qu'il y avait à l'intérieur. Puisqu'en fait, ça n'a pas, pour revenir aux compétitions, ça n'a pas de valeur en compétition finalement, mais ça a un intérêt du fait du texte lui-même. Et il m'est arrivé d'acheter des lettres comme ça, ou d'acheter des plis, et d'avoir une surprise en les ouvrant. Par exemple, j'avais acheté une lettre qui venait de Rochefort et qui était adressée à Bordeaux, et qui était intéressante parce qu'elle provenait de Latouche-Tréville, qui était un marin français célèbre au XVIIIe siècle, et qui en particulier est célèbre pour avoir été le capitaine de la frégate Hermione qui a emmené Lafayette aux États-Unis pendant la Révolution américaine. Et lorsque j'ai ouvert la lettre, j'ai trouvé en fait que c'était une commande de vin et d'alcool et de spiritueux à son marchand négociant en vin à Bordeaux. Et en fait, l'histoire, c'est que ça m'est arrivé plus tard. Cette lettre, je l'avais donc pendant un certain temps, et puis je l'ai revendue un jour. Et ça, c'était il y a assez longtemps, il y a une quinzaine d'années. Et puis il y a 5 à 10 ans, lorsque l'Hermione a été reconstruite en France, à Rochefort, donc, et est partie pour son voyage aux États-Unis, moi j'ai suivi ça, étant Charles-Maritime, j'ai suivi ça de près. Et on a raconté à un moment qu'ils avaient retrouvé dans le carnet de bord de l'Hermione de l'époque, ils avaient la liste de tous les vins et les alcools qui avaient été embarqués et emportés. Et ils avaient récupéré exactement le même cargaison pour les repas qu'ils organisaient aux États-Unis avec les invités, pour avoir les mêmes alcools, etc. Et là, j'ai réalisé soudain, la lettre que j'avais, c'était ça, c'était la commande de ces vins et de ces spiritueux pour le voyage de l'Hermione aux États-Unis. Et c'est extraordinaire quand on voit ça. Et puis c'est pas le seul exemple, on trouve souvent des gens célèbres dans la lettre. J'avais acheté une lettre une fois qui était adressée à l'un de la famille Didot, qui étaient les imprimeurs et les libraires parisiens connus, Firmin Didot étant le plus célèbre, mais l'imprimeur c'était Firmin Didot, ses frères et fils, etc., la compagnie. L'un d'eux, je crois le frère ou l'un des fils de Firmin Didot, avait une fille qui était mariée avec Bernardin de Saint-Pierre. Et je trouve un jour une lettre de sa fille, donc au père, à Didot. Et je lis la lettre, et à un moment dans la lettre, elle dit « Mon mari veut te dire un mot », et il y avait un message, un encadré dans le bas de la lettre, manuscrit, petite écriture toute petite, avec une signature Bernardin de Saint-Pierre. Bon, c'est intéressant, on achète une lettre qui est relativement ordinaire, une lettre celle-là était de La Rochelle à Paris, je sais, bon, je l'achète parce que tente sur Maritime, la lettre de La Rochelle m'intéressait, et je retrouve ce texte intéressant à l'intérieur. À l'époque, Bernardin de Saint-Pierre était directeur pendant 2-3 ans du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Et apparemment, il avait fait un voyage à La Rochelle pour aller voir le Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle qui dépend de celui de Paris. Et c'est au cours de ce voyage que la lettre a été écrite. Génial. Donc on trouve des choses intéressantes. Très récemment, j'ai acheté une carte postale. Je collectionne beaucoup l'Espagne, les documents espagnols, début du XXe, la guerre civile, etc. Et là, j'achète une carte postale. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut expliquer, ce qu'on appelle un entier postal. Un entier postal, c'est un document, ou plutôt une carte postale ou une enveloppe éditée par la poste avec un thème directement imprimé sur la lettre ou sur l'enveloppe. On voit ça, on appelle ça des prêt-à-poster maintenant, par exemple. On a le thème imprimé. Et là, c'est une carte postale, je crois que c'est vers 1910-1912, adressée d'Espagne en Suisse. Bon, je l'achète sur Internet, donc on voit le devant de la carte. On ne présente pas du tout le dos de la carte. Donc le devant de la carte, c'est adressé en Suisse, et j'achète ça parce qu'il y a une oblitération espagnole en bleu dessus qui m'intéresse. Bon. Je reçois la carte, très bien, la carte est exactement comme je l'ai, et je retourne la carte et je lis le texte. Et là, je réalise, le texte est signé Pablo Casal, le fameux violoncelliste catalan, qui était donc en 1912 assez jeune encore, mais déjà très, très célèbre, puisque c'était un enfant prodige, en fait, au violoncelle, je crois, ou un jeune prodige. Il a été très, très jeune, très célèbre. Et à cette époque-là, il écrivait à son impresario ou un organisateur de concerts en Suisse, à propos d'un certain nombre de concerts qu'il allait faire en Suisse.
Voilà, le type même de surprise que l'on peut avoir. Des belles surprises. Des belles surprises, voilà. Et là, je me contente de parler en fait des expéditeurs, des choses qu'on peut lire dans le texte, etc. Après, il y a des surprises, mais c'est beaucoup plus technique. Sur le plan vraiment technique, philatélique, etc., moi, il m'est arrivé d'acheter des lettres. Alors, il faut aller dans le très technique, mais par exemple, certains timbres, à certains moments, dans certains pays, peuvent être surchargés, c'est-à-dire qu'on imprime par-dessus une nouvelle valeur. Par exemple, on a trop de timbres à 40 centimes, on a besoin de timbres à 10 centimes qu'on n'a plus, donc on fait une surcharge sur le timbre à 40 centimes, on met 10 centimes. Bon. Et ces surcharges sont faites souvent rapidement chez un imprimeur local, etc. Et j'achète un jour tout un lot de lettres avec à l'intérieur des lettres du canal de Suez, compagnie du canal de Suez, etc., qui a de la zone du canal. Et il y a beaucoup de surcharges comme ça dans les années 20, dans les années 30. Et bon, il faut savoir qu'à une époque, il manquait de timbres, je crois, à 5 centimes, qui était le tarif en particulier des lettres pour l'Europe. Et il y avait des banques au canal de Suez qui correspondaient beaucoup avec des banques parisiennes. Une des surcharges qui a été faite, 5 centimes, à un type qui est assez rare, a été utilisée presque exclusivement sur des lettres adressées à des banques françaises à Paris. Voilà, c'est comme ça, la quasi-totalité du tarif. Ce sont donc des lettres très rares, on en connaît 4 ou 5 exemplaires. Et bien, je regarde mon timbre, j'achète ma lettre, et il se trouve qu'il y a 5 types de surcharges très fréquents, et un type très rare, et cette lettre était bien sûr adressée en France, et elle était du type rare. Bon, j'ai vendu ça sur l'internet, un peu plus tard, parce que c'était pas ma collection, mais on fait des achats pour pouvoir revendre un peu pour faire ses propres collections. Et ça a fait un tonnerre aux États-Unis, tous les collectionneurs, parce que la zone du canal est postalement dépend des États-Unis, donc il y a beaucoup de collectionneurs aux États-Unis et ça a fait un bon prix. Beaucoup de bruit, un bon prix aussi également, parce que, comme je disais, on connaît 2 ou 3 pièces seulement de ça. Et justement sur le prix, parce que tu vas nous expliquer quelle est l'évolution de la cote, parce que autour de moi, ça m'est souvent arrivé d'avoir des gens qui me disent mais j'ai une collection incroyable, mais je suis allé voir et on m'a dit qu'en fait elle valait presque rien. Problème classique entre la rareté, la valeur et le prix de marché, en fait. Comme toute chose, la valeur dépend du prix de marché, dépend de la demande et de l'offre. Bon, déjà, la demande a baissé très significativement en philatélie. Hein, mais parlons des timbres, déjà. Les timbres eux-mêmes, la demande a baissé drastiquement, puisque la collection n'est plus ce qu'elle était du tout en France, etc. Et ça, je ne vais pas m'étaler sur ça, mais on sait très bien que les enfants ne collectionnent plus les timbres, vraiment, c'est rarissime. Et il n'y a plus de demande, le nombre de collectionneurs a été réduit drastiquement. Par ailleurs, l'offre a été également a explosé. Pourquoi ? Parce que d'une part, les collectionneurs qui décèdent, hélas, beaucoup de personnes âgées, beaucoup de collections arrivent sur le marché. Deuxièmement, un marché qui traditionnellement était très fermé, très organisé. Un certain nombre de marchands tenaient le marché en quelque sorte, disposer des stocks de timbres qui pouvaient avoir été établis au moment de l'émission des timbres. Tout le monde gardait des stocks de timbres. Et on avait des catalogues qui établissaient des cotes, et on savait que si on achetait un timbre, on les achetait à la cote moins un rabais de 20-30%. Généralement, on revendait les timbres à 30% de la cote. Voilà, on achetait à moins de 30% et on revendait à 30% de la cote. C'était plus ou moins ce qui était établi jusque dans les années 70-80. Et ensuite, on a eu bien sûr l'Internet qui est arrivé. Alors non seulement on a eu la baisse du nombre de collectionneurs, l'augmentation de l'offre, etc., mais l'Internet a fait que tout le monde a pu se mettre à vendre des timbres directement et à échanger. Alors c'est extraordinaire Internet parce que ça permet de trouver des choses dont on ne savait pas qu'elles existaient ou auxquelles on n'avait pas accès précédemment, mais aussi ça montre beaucoup plus quel est le marché réel, c'est-à-dire qu'est-ce qui existe sur ce marché. Et la masse de timbres qui est arrivée sur le marché a fait qu'aujourd'hui, les timbres de France, à 95%, les codes ne veulent plus rien dire. C'est-à-dire que ça se traite, le marchand va acheter ça à 1, 2 ou 3% de la cote, et ça va se vendre, on pouvait les trouver à 5 à 10% de la cote. Du coup, des gens qui prennent un catalogue Hiver et Tellier, le catalogue en France commun que tout le monde a, la cote ne veut plus rien dire du tout, parce qu'ils prennent... Moi, j'ai vu des gens venir me voir en me disant « j'ai une collection extraordinaire, j'ai pris le catalogue, j'ai compté, voilà, il y en a pour 150 000 euros, 200 000 euros, etc. » Quand leur collection valait quelques milliers d'euros et moins de 10 000 euros. Et ça, c'est très dur. Mais il faut bien voir que tout n'est pas pareil dans tous les domaines. Les timbres très rares sont toujours des timbres très rares, et la demande est toujours très forte. Parce que d'abord, il n'y a pas que la France.
il y a le monde entier, et la situation du marché n'est pas la même pour tous les pays et dans le monde entier. Et puis là, les timbres très rares, au très haut niveau du marché, là, c'est par contre très actif et ça se porte très bien. Tu me disais, ça m'avait amusé, par exemple, que en Chine, un timbre émis à plusieurs millions d'exemplaires pouvait bien plus cher. C'est le cas d'un timbre l'année du singe, par exemple. C'est un timbre émis, je crois, vers 1980. Dans les années 80, c'est un timbre qui, je sais pas, je connais plus le tirage exact, mais c'est plusieurs millions d'exemplaires. Donc pour la Chine, bon, seulement en Chine, bon, on a combien de collectionneurs? Quelques dizaines de millions de collectionneurs. La collection de timbres est devenue très populaire en Chine, mais ça concerne les timbres de Chine, c'est-à-dire qu'ils collectionnent la Chine. Voilà. Et puis l'histoire postale chinoise, donc les lettres anciennes chinoises, etc. Donc tout ce marché est très actif. Donc lorsqu'on a en fait peut-être, je sais pas, 5 millions de timbres émis, mais 20 millions ou 30 millions de collectionneurs qui veulent ce timbre, et c'est un timbre relativement récent, ben évidemment, on a 20 millions de demandes, une demande de 20 millions contre une offre de 5 millions au maximum, les prix explosent. Un timbre qui était émis à plusieurs millions d'exemplaires peut valoir plusieurs centaines d'euros. À l'inverse, on prend les colonies françaises, on a certaines émissions, certains timbres des colonies françaises de la fin du 19e, du début du 20e, qui ont eu des tirages de quelques milliers d'exemplaires, sinon quelques centaines d'exemplaires, et tu peux les avoir pour quelques dizaines d'euros. C'est vraiment les deux extrêmes du marché. Voilà. Alors, comme tu sais, à chaque entretien, je fais réagir mon invité à une citation. Et donc, j'ai choisi pour toi une citation de Jacques Attali dans son livre « Mémoires de sablier, collection, mode d'emploi ». Et il nous dit « Collectionner est donc, comme chasser, un jeu, une façon d'afficher une force ou une habileté, de concourir contre des rivaux. » Depuis qu'on sait qu'il y a des compétitions en philatélie, ça nous intéresse. De séduire et de tromper l'ennui. Elle est restée une activité spécifiquement masculine. Chasseur et nomade, l'homme accumule des proies puis des trophées. Alors, est-ce que cette vision de la collection comme une chasse ou une façon d'afficher sa force résonne en toi? En partie, oui, en grande partie, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une compétition, mais comme je le disais tout à l'heure, je expliquais que il y a des grandes diversités chez les collectionneurs, en fait. Chacun peut faire ce qu'il veut. Certains collectionneurs sont des collectionneurs qui vont faire de la compétition. Là, ça s'applique très bien, très fortement à eux. Alors, je trouve que c'est peut-être un petit peu misogyne comme vue de dire que c'est spécifiquement masculin. Or, bien qu'il soit vrai que ça reste une activité assez masculine. Mais il y a quand même des femmes, et des femmes célèbres en philatélie française, il en existe. Et internationalement, je pense qu'il y en a davantage. En Asie, il y aura plus de femmes. La proportion féminine est probablement plus importante. Mais c'est vrai que globalement, c'est un peu masculin. Et je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a une compétition. Mais ça n'est pas le seul élément. Il y a une compétition dans un domaine de la philatélie, comme je l'ai dit, les compétitions officielles qu'il peut y avoir. Mais pour beaucoup de philatélistes aussi, c'est un plaisir assez personnel, une quête personnelle. Alors, il peut y avoir ce qu'on appelle le complétisme, c'est-à-dire le collectionneur de timbres pur et dur qui va avoir tous les timbres listés sur le catalogue. Mais là encore, on avait parlé aussi de ça, on peut aller beaucoup plus loin parce que même sur un seul timbre donné, on peut faire des collections avec des volumes et des volumes de collection sur un timbre, en collectionnant toutes les variantes qu'il peut y avoir. Par exemple, certains planchistes dont j'avais parlé, les planchistes. Vous allez découvrir ce que c'est qu'un planchiste. Ce n'est pas du tout un véliplanchiste, c'est un planchiste. Dans notre sport, oui. Ça, c'est très particulier. C'est quelque chose qui s'est développé en Grande-Bretagne au départ, et puis qui s'est développé dans les autres pays. C'est l'idée que sur les timbres classiques, on appelle les timbres classiques les timbres du 19e, on imprimait ces timbres en feuilles, bon, ça c'est facile, entre 100 exemplaires en France ou 150 exemplaires en France, et 300 exemplaires par feuille en Grande-Bretagne. Alors en Grande-Bretagne, il faut expliquer au début que les timbres, le penny black par exemple, tous les timbres de la feuille ont 2 lettres. Chaque timbre a 2 lettres. Une lettre correspond dans la colonne, une lettre correspond dans la ligne. Donc A, AB, AC, etc., BA, BC. Donc quand on a un timbre tout seul, on peut très bien retrouver où se trouvait ce timbre dans cette planche. On a le timbre CC, c'est la 3e ligne, 3e colonne, on sait. Et les gens aiment reconstituer à partir de timbres détachés, timbres obitérés qu'on retrouve, reconstituer une planche, c'est-à-dire ils présentent les timbres A, B, C, etc. Et après, il faut savoir que sur le penny black, il y a eu 11 planches différentes, enfin 12 même planches différentes, 10, 11 et plus une.
Et on sait retrouver, après, d'après les détails de ces petites lettres dans le coin des timbres, qui diffèrent un petit peu de chaque planche. On peut dire ça, c'est la planche 1, ça, c'est la planche 2, planche 3. Oui, je sais, c'est dingue. Ah, c'est fou. Donc, on peut, à partir de, en fait, un timbre, le Penny Black, avec des planches de 300 timbres et 12 planches différentes, on peut avoir 300 x 12, ça fait 3600 timbres différents. Voilà, et des collectionneurs vont passer leur vie à rechercher tous les timbres de toutes les planches. Et donc en France, on fait la même chose, mais c'est beaucoup plus compliqué en France, parce qu'on n'a pas les petites lettres sur les timbres. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on retrouve, surtout lorsque les planches étaient usées à l'impression, il commence à y avoir des petits défauts sur chaque timbre. Il y a des gens qui ont passé leur temps à retrouver des grands blocs, des paires, des bandes de timbres, et identifier les petits défauts, et identifier où ces défauts se trouvaient dans quelle planche. Oui, je sais, c'est encore plus dingue. Et on a un site internet qui recouvre tous ces timbres, et qui permet, quand on a un timbre tout seul, de dire, ce timbre vient de telle planche, parce qu'il y a une bonne dizaine de planches sur un timbre donné, il va y avoir une bonne dizaine de planches, tel endroit, etc. Et c'est une collection, alors c'est une vraie recherche archéologique là, parce qu'on va vraiment dans le détail, on essaie de trouver des lots importants de ces timbres et puis de les trier. Voilà. Alors c'est assez extraordinaire. Donc pour revenir à Attali, en fait, à sa citation, je parlais du complétiste. Le complétiste, il est en concurrence avec lui-même finalement. Il essaie vraiment de tout trouver. Donc on a tous les extrêmes. On a des gens qui ne s'intéressent pas tellement à ce que font les autres finalement. Et puis il y a des gens qui sont beaucoup plus compétitifs. Est-ce qu'il y a une chose dont tu rêves, que tu aimerais trouver? Un rêve, une pièce où tu te dis, alors ça, vraiment, ça serait le Graal. Oui, écoute, toujours pareil, je pense que tout le monde veut trouver des choses qui sont censées être uniques. Le timbre de Guyane britannique, le 4 cents, qui est censé être le timbre unique, qui est le timbre le plus cher au monde. Je ne sais plus, 7 ou 8 millions de livres, ou de dollars, je veux dire, la dernière fois qu'il est passé aux enchères. Il y en a qu'un au monde? On n'en connaît qu'un. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? On pense qu'il n'y en a pas d'autres. Depuis le temps, on aurait pu le trouver. Mais qui sait? Comment c'est possible qu'il n'y en ait qu'un? Parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup au départ. Alors, on pense que c'est peut-être une erreur. D'abord, c'est peut-être une erreur dans une feuille. Enfin, bon, c'est un petit peu compliqué. C'est troublé. Mais ce timbre a été authentifié. C'est-à-dire qu'on dit qu'il est unique. Il y a un autre timbre de Suède, qui est le deuxième timbre le plus rare au monde, qui est une erreur sur une planche qui était, je crois, du 5 skilling ou 6 skilling, je ne me souviens pas, ou 3 skilling. Un des timbres a un 8 à la place du 3. Voilà, c'est le 8 skilling jaune, alors que normalement il est d'une autre couleur, il est vert. Voilà, donc oui, vert, je crois. Donc c'est une erreur, il n'en existe qu'un également. Il y a des timbres comme ça qui sont uniques, qui sont célèbres. Alors tout le monde rêve un peu d'en trouver un jour. Qui n'a pas été vu. Et à l'inverse, si tu devais aller t'installer sur une île déserte, tu prendrais lequel? L'unique ou laquelle, si on parle d'enveloppe? Dans mes enveloppes, c'est difficile, il y en a tellement. Moi, je prendrais peut-être plutôt... je prendrais un livre, si je veux quelque chose qui... c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais il y a la recherche qui est faite, toute cette recherche détaillée qui peut être faite sur l'histoire postale, sur les lettres. Ça implique donc beaucoup de recherches, beaucoup de publications aussi. Moi, j'ai une bibliothèque avec plusieurs centaines de livres. Alors, ce serait peut-être des livres que je prendrais, ou certains livres, mais une lettre, c'est tellement dur de choisir. J'en ai beaucoup que j'aime. Ça serait dur. Je comprends. Quelle est ta fleur préférée? C'est un petit clin d'œil à ma galerie qui s'appelle Quand les fleurs nous sauvent. Il y en a beaucoup, au fait, de chercher. Mais tu dois en choisir une seule. Attends, moi. Je peux en choisir une par saison, en fait. Vas-y. Là, les roses en été, ça, c'est pas très original. À l'automne, il y a une fleur que j'aime beaucoup. Hélas, en France, elle est associée à la Toussaint, etc. C'est le chrysanthème. Je trouve que c'est une très, très belle fleur. Ouais, c'est vrai. En Japon, en Chine, elle est vraiment vénérée comme une grande... Et c'est une fleur superbe, à mon idée. Je mettrai le chrysanthème, voilà, on ne va pas aller plus loin. Génial. Tu m'as dit que tu étais un obsédé de la collection. Oui. Tu n'es pas le seul. Souvent, obsédé, collectionneur, ça va un peu ensemble. C'est une certaine obsession, c'est sûr. Et tu m'en as cité plusieurs. Alors, les estampes au pochoir art déco, les poudriers en carton, les 78 tours de jazz. Et donc... Ce qui m'a semblé, c'est que on pouvait un peu dire que tu épuisais une collection, c'est-à-dire que ta curiosité allait jusqu'au bout et lorsqu'elle était rassasiée, tu passais à une autre. Tu la vendais, tu passais à une autre. Et alors, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui te titillerait pour ta prochaine collection. Alors, pour revenir en fait aux différentes collections, je veux dire qu'en fait, et on passe à la situation d'Atali un petit peu, c'est la recherche autant que la possession qui est importante.
Ce qui fait que c'est qu'une fois qu'on a découvert un peu tout ce qu'on peut découvrir facilement, relativement facilement, et qu'on peut pas aller beaucoup plus loin, moi, je vais au-delà de la possession, donc je veux passer à autre chose. C'est un peu pour ça que j'ai fait beaucoup de collections dans le domaine de l'art déco, par exemple, dans le passé. Qu'est-ce que je voudrais faire ? J'ai des petites choses qui m'intéressent. J'aime bien les boîtes de... Il y a un artiste art déco que j'aime beaucoup qui faisait des boîtes en plastique. Ce sont une forme de plastique qui travaille avec la LIC et qui s'appelle Fornels. C'est un Catalan d'Andorre qui était associé avec la LIC, qui travaillait pour la LIC au départ. Lorsque la LIC a commencé à travailler pour des parfumeurs et à produire ces bouteilles, ces flacons de parfum, les parfumeurs lui ont demandé aussi de traduire ça dans différents autres produits, comme les poudriers justement, ou des boîtes, ou des coffrets pour les bouteilles de parfum. Et il s'est donc associé avec Fornels, qui était un spécialiste de la chimie, en fait, de la chimie des plastiques, pour produire des boîtes avec des décors de la LIC, mais en ce qu'on appelle la bakélite à tort. D'ailleurs, c'est pas de la bakélite, mais c'est une forme de plastique ancien. Et il y a des boîtes absolument magnifiques. Donc ça, c'est une collection que j'aimerais faire. J'en ai une ou deux, mais j'aimerais en chercher d'autres. Il y en a, c'est pas extrêmement commun. On en trouve, mais c'est pas extrêmement commun. Il y a des très belles choses. La recherche sera d'autant plus excitante. Et quel est ton conseil, toi qui es un grand collectionneur, quel serait ton conseil à un autre collectionneur ou un jeune collectionneur, on va dire ? Le conseil, c'est faire ce que vous aimez, en fait. Bon, la compétition, c'est une chose. Pour ceux qui veulent faire la compétition, après, on en a des règles très strictes. Je regardais hier, pour l'histoire postale, la Fédération internationale de philatélie publie les règles. Il y a 9 pages de règles pour l'histoire postale, et c'est très strict, c'est très... Bon, et on a des panneaux de juges qui vont... voilà. Donc c'est très difficile. Donc au départ... C'est important, la compétition, on peut voir ça, mais c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus important. Se faire plaisir déjà, c'est important. Et puis, au départ, un petit peu, ne pas s'enfermer dès le départ, peut-être regarder un petit peu. Moi, c'est ce que j'ai fait, collectionner un petit peu tout. Et puis, très vite, on s'aperçoit qu'il y a un domaine qui nous intéresse plus. Et là, on se spécialise. Il faut quand même se spécialiser à un moment, si on veut arriver quelque part. Quitte, comme moi, à se spécialiser pendant un certain temps, et puis quand on en a un petit peu assez, on passe à autre chose. Ne pas nécessairement dépenser, bon, après ça dépend des moyens de chacun, mais ne pas nécessairement dépenser et acheter à la poste tous les timbres et tous les documents qui sortent. C'est absolument extraordinaire, ça coûte des centaines et des centaines d'euros maintenant, si on veut suivre tout ce que la poste émet tous les ans, qui sont... C'est comme des voitures neuves, vous sortez de la poste, ça vaut déjà plus que la moitié ou le quart de ce que vous avez payé. Donc ça ne sont plus des objets de collection tels que moi je les envisage. Et puis quel autre conseil je donnerais ? S'équiper de la recherche appropriée. C'est-à-dire que je disais, il y a beaucoup de publications, beaucoup de livres, et lorsqu'on choisit un domaine, eh bien se documenter à partir de la recherche qui peut exister, apprendre, lire beaucoup. Moi, j'ai beaucoup lu, c'est comme ça qu'on apprend énormément. Ça, c'est un conseil. Il y a une presse philatélique qu'on peut lire. Et puis, il y a les clubs, bien sûr, mais les clubs locaux ont tendance à disparaître. Ce qui existe maintenant, ce sont des clubs plus thématiques. C'est-à-dire, moi, je suis membre de 4 ou 5 clubs. Je suis membre de l'Union Marcophile, donc c'est l'histoire postale. Je suis membre de clubs internationaux, le Postage Due Mail Study Group, qui est une association basée en Angleterre, mais internationale, où on étudie tous les courriers taxés. Les courriers qui sont sous-affranchis au départ et qui sont taxés en international, etc. C'est un sujet très complexe et très intéressant. Puis je suis membre de Colfra, l'association des collectionneurs des colonies françaises. Toutes ces associations, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres, spécialisées dans un domaine particulier, ont des publications trimestrielles généralement, dans lesquelles les membres publient des articles, leurs recherches, ce qu'ils ont trouvé, etc. Et on apprend énormément. Bon, en plus, on a des réunions Zoom ou des réunions même physiques, occasionnellement. Et là, on apprend beaucoup avec les autres. On fait ce que l'on veut dans son domaine, mais aussi on essaie de se développer en voyant ce que les autres font, en recherche. Voilà. L'échange, donc le conseil, c'est l'échange aussi, un peu. Hein. Et puis le bon matériel, oui. Finalement, le bon matériel, une bonne loupe, une bonne pince. Oui. Non, mais c'est important. Oui. Moi, j'ai une loupe spéciale, je l'ai toujours dans la poche. C'est une loupe que je conseille, parce que les loupes qu'on trouve dans le commerce sont pas bonnes. Les loupes sont déformantes souvent. Alors lorsqu'on examine un timbre au détail, il n'y a qu'une seule loupe, c'est la loupe 369 de Zeiss, qui date d'avant-guerre au départ. Les bijoux, c'est pour les bijoux. Oui, pour les timbres postes. Aussi. Et celle-là, c'est une loupe qui ne déforme rien. C'est-à-dire jusqu'au bord de la loupe, ça ne déforme pas le timbre.
Donc c'est important. Et donc, là, le vous bon avez matériel... un conseil très précieux. Ah oui, c'est hein. un conseil très précieux. C'est la seule, en fait, qui soit valide. Mais voilà, Et des pour détails. conclure, en fait, sur un aspect différent, qui est plus un aspect personnel, psychologique, tu dirais que ces collections, elles ont eu, ou elles ont, pour celle qui est en cours et plus qu'en cours, quel impact sur ta vie ? Qu'est-ce que ça t'a procuré ? Qu'est-ce que ça te procure Ça procure beaucoup de choses, du plaisir. Ça satisfait, si tu veux, un besoin donc, que j'ai de recherche, donc de découverte, dont on a parlé. C'est devenu mon gagne-pain en quelque sorte, puisque maintenant j'en ai fait mon business depuis quelques années. Je suis devenu ce qu'on appelle un philatéliste professionnel en anglais, un professional philatéliste. C'est le terme que j'aime utiliser maintenant. C'est devenu toute ma vie finalement à travers ça. Mais c'est une recherche permanente, on en parlait déjà, mais on est toujours content d'une pièce quand on l'a acquise, mais c'est toujours la pièce suivante qui toujours pareil. Ça, j'ai l'impression que vraiment pratiquement tous les collectionneurs sont d'accord sur ce point-là. Voilà, c'est toujours ce qui... Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie vraiment, Jean-Louis. C'était un moment très agréable où tu nous as aussi fait partager ta connaissance et franchement, moi j'ai découvert un tout petit peu parce que honnêtement, mais quand même, j'ai découvert tellement de choses déjà. J'espère que les auditeurs seront comme moi. Donc vraiment, merci beaucoup. Je t'en prie. Vous êtes un collectionneur. Si cet épisode vous a plu, intéressé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, sur vos réseaux sociaux et bien sûr à vous abonner. Merci et à bientôt.